Carrie, dernière partie. Quoi que nous puissions aujourd'hui penser de l'affaire Carrie White, c'est une affaire close. Il est grand temps de se tourner vers l'avenir. Comme le doyen McGuffin le fait remarquer dans son excellent article du Science Yearbook, si nous refusons d'adopter cette attitude, nous risquons de le payer fort cher. Un épineux problème moral se pose ici. Selon les résultats de leurs travaux, les chercheurs ont bon espoir d'isoler totalement le gène TK à brève échéance. Il est plus ou moins entendu dans les milieux scientifiques, voir par exemple le texte de Burke et Hangan, études concernant l'isolement du gène TK en relation avec l'établissement des paramètres de contrôle, paru dans Microbiologie annuelle, Berkeley, 1982, qu'une fois les procédés d'analyse mis au point, tous les enfants ayant atteint l'âge de la scolarité seraient soumis à un test de contrôle aussi routinier que la QT réaction telle qu'elle est aujourd'hui pratiquée. Toutefois, le TK n'est pas un virus. Il est aussi indissolublement lié à l'individu qui le possède que la couleur de ses yeux. Si le don de TK se déclare ouvertement à la période de la puberté, et si ce test hypothétique est appliqué à des enfants dès leur entrée à l'école primaire, nous serons nécessairement mis en garde. Mais dans ce cas, la mise en garde implique-t-elle la neutralisation ? Si le test TK se révèle positif, un enfant peut-il être traité ou isolé ? Si le TK donne des résultats positifs, le seul traitement applicable est une balle dans la tête. Et comment est-il possible d'isoler un sujet susceptible d'abattre, par sa seule volonté, les murs qui l'entourent ? En admettant même que l'isolement soit réalisable, le peuple américain admettra-t-il qu'une petite fille soit arrachée à ses parents au premier signe de puberté pour être enfermée dans la salle des coffres d'une banque durant le reste de son existence ? Je me permets d'en douter, en particulier si l'on songe aux soins apportés par la commission White à persuader le grand public que la nuit de cauchemar de Chamberlain n'a été que le fruit d'un hasard malheureux. En vérité, il semble que nous soyons ainsi ramenés à notre point de départ. Extrait de la déposition sous serment de Susan Snell, recueillie devant la commission d'enquête du Maine. Rapport de la commission White. Voyons, Miss Snell, la commission souhaiterait revenir sur vos déclarations concernant votre rencontre supposée avec Carrie White sur le parking du Cavalier. Pourquoi persistez-vous à me poser toujours les mêmes questions ? Je vous ai déjà parlé 2 fois à ce sujet. Nous voulons nous assurer de l'exactitude et de la véracité de votre témoignage à tous. Vous voulez me prendre en flagrant délit de mensonge ? Reconnaissez-le donc. Vous croyez que je ne dis pas la vérité ? Vous dites que vous avez découvert Carrie à... Voulez-vous me répondre ? À approximativement 2 heures du matin, le 28 mai. Je ne répondrai plus à aucune de vos questions avant que vous ayez vous-même répondu à celle que je viens de vous poser. Miss Snell, cette juridiction est habilitée à vous citer pour entrave à l'action de la justice. Si vous refusez de vous soumettre aux lois constitutionnelles, ce que vous pouvez faire ou non m'est bien égal. J'ai perdu un être que j'aimais. Jetez-moi en prison si ça vous chante. Je m'en fiche. Et allez au diable. Allez tous au diable. Vous essayez de, je ne sais pas, me crucifier ou quoi. Laissez-moi en paix. C'est tout ce que je demande. Une brève interruption. Miss Snell, êtes-vous disposée à poursuivre votre déposition ? Oui, mais je n'accepterai pas d'être malmenée, Monsieur le Président. Naturellement, Miss Snell. Personne ne veut vous malmener. Maintenant, vous déclarez bien avoir découvert Carrie White dans le parking de cette taverne vers 2 heures du matin. Est-ce exact ? Oui. Vous saviez l'heure ? Je portais la montre que vous voyez aujourd'hui à mon poignet. Très bien. Le Cavalier ne se trouve-t-il pas à près de 10 kilomètres de l'endroit où vous aviez laissé la voiture de votre mère ? Par la route, oui, mais en ligne droite. Ce n'est pas à plus de 5 kilomètres.
Et vous avez franchi cette distance à pied ? Oui. Voyons, vous avez déclaré plus tôt que vous saviez que vous vous rapprochiez de Carrie. Pouvez-vous nous expliquer cette réponse ? Non. Reconnaissiez-vous son odeur ? Quoi ? Est-ce votre flair qui vous a mis sur sa trace ? Rire dans le public. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Répondez à la question, je vous prie. Non, je ne l'ai pas suivi à l'odeur. Pouviez-vous la voir ? Non. L'entendre ? Non. Alors comment pouviez-vous savoir qu'elle était là-bas ? Et comment Tom Kian le savait-il ? Et Cora Simard ? Et le pauvre Vic Mooney ? Comment pouvaient-ils le savoir tous ? Répondez à la question qui vous est posée, Miss. Les circonstances et le lieu sont mal choisis pour faire preuve d'impertinence. Mais ils ont bien déclaré qu'ils savaient sans plus, non ? J'ai lu le témoignage de Madame Simard dans le journal, et les bornes d'incendie qui s'ouvraient spontanément, et les pompes à essence qui se déverrouillaient et se mettaient à couler d'elles-mêmes, les lignes électriques qui tombaient toutes seules, du haut des poteaux, et... Miss Snell, je vous en prie. Tous ces faits sont consignés dans les comptes rendus de la commission. Ceci est hors du sujet qui nous occupe en ce moment. Alors où est le sujet ? Êtes-vous à la recherche de la vérité ou simplement d'un bouc émissaire ? Vous niez avoir su préalablement où se trouvait Carrie White. Bien sûr que je le nie. C'est une idée absurde. Vraiment ? Et pourquoi est-elle absurde ? Écoutez, si vous essayez de suggérer l'existence d'une sorte de complot, c'est absurde, parce que Carrie était mourante quand je l'ai trouvée. Ça n'aurait pas été une façon facile de mourir. Si vous ne saviez pas en quel lieu elle était, comment vous y êtes-vous rendu directement ? Oh, vous êtes trop bête. Vous n'avez donc rien écouté de ce qui a été dit. Tout le monde savait que c'était Carrie. N'importe qui aurait pu la retrouver en y appliquant son esprit. Mais précisément, c'est vous seul qui l'avez retrouvée. Pouvez-vous nous dire pourquoi les gens ne sont pas arrivés en foule de tous les côtés comme la limaille de fer est attirée par l'aimant ? Elle s'affaiblissait rapidement. Peut-être sa zone d'influence se rétrécissait-elle ? Vous admettez, je pense, que cette supposition ne se fonde sur rien de précis. Naturellement, pour tout ce qui touche à Carrie White, nous en sommes tous là. Comme vous voudrez, Miss Snell. Maintenant, si nous pouvions considérer... Tout d'abord, en gravissant le talus entre les prés de Henry Drain et le parking du Cavalier, elle pensa que Carrie était morte. Affaissée en lisière du parking, bizarrement recroquevillée sur elle-même, Carrie donnait l'impression de s'être ratatinée, rabougrie. Elle rappelait à Sue de ces bêtes sauvages qu'elle avait vues sur la route 95, bécasses, hérissons, skunks, écrasés par les camions lancés à pleine vitesse. Mais elle sentait toujours en elle cette présence, cette vibration obstinée qui projetait le silencieux message de Carrie, l'expression de son essence même, sa Gestalt. Une transmission assourdie maintenant, dénuée de toute stridence, mais animée d'oscillations régulières, inconscientes. Sue enjamba le muret qui bordait le parking, sentit sur son visage la chaleur intense du feu. Le Cavalier, construit en bois, était dévoré par les flammes. À droite de la porte de service, la carcasse calcinée d'une voiture achevait de brûler. Là aussi, Carrie était intervenue. Elle ne s'approcha pas pour voir s'il y avait eu des passagers à l'intérieur. Ce n'était plus la peine. Elle alla vers Carrie, incapable d'entendre ses propres pas dans les crépitements furieux du brasier. Elle se pencha sur le corps inerte, prostré, avec une amertume mêlée de commisération. Le manche du couteau était toujours cruellement planté dans son épaule et elle gisait dans une mare de sang. Un filet sanglant lui coulait aussi de la bouche. Elle donnait l'impression d'avoir essayé de se retourner avant de sombrer dans le néant. Douée du pouvoir d'allumer des incendies, d'arracher des câbles électriques, de tuer par la seule concentration de son esprit et couchée là, incapable de changer de position.
Sue s'agenouilla, la prit par un bras et son épaule indemne et l'allongea doucement sur le dos. Carrie émit un gémissement sourd et ses paupières battirent. La perception interne qu'en avait Sue se précisa comme peut se dessiner avec netteté dans la tête un visage évoqué. « Qui est là ?» Et Sue, spontanément, répondit de la même façon. « Moi, Sue Snell. » Mais elle n'avait pas besoin de prononcer son nom. La communication s'établissait entre elles, sans image, ni mots, et soudain, une vague de compassion l'envahit, tandis que lui parvenait de très loin le murmure d'un reproche. « Tu m'as trahi. Vous m'avez tous trahi. » « Carrie, je ne sais même pas ce qui s'est passé, et Tommy. Vous m'avez trahi, voilà ce qui s'est passé. Trahi, trahi, trahi. » Une émotion indescriptible la bouleversait. Le sang, la désolation, la terreur, la dernière trahison d'une longue série de trahisons. Elle défilait dans l'esprit de Sue à une allure vertigineuse et sous un éclairage impitoyable qui la terrassait. « Carrie, non, 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 ce n'est pas vrai. » Maintenant, les filles jetaient des serviettes hygiéniques, chantaient, criaient, s'esclaffaient. Sue voyait en pensée le reflet de son visage, hideux, caricatural, réduit à une énorme bouche d'une beauté féroce. Pense à toutes ces méchancetés, ma vie entière, une méchanceté, d'un bout à l'autre. Regarde, Carrie, regarde en moi. Et Carrie regarda. Ce fut une sensation terrifiante. Sa tête et son système nerveux étaient devenus une bibliothèque. Dans l'affolement, un être la parcourait en tous sens, passant les doigts sur des étagères couvertes de livres, en sortant quelques-uns qu'elle parcourait avec fébrilité, les remettant en place, faisant tomber certains, laissant les pages voleter follement dans le vent du souvenir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle atteignît enfin une étagère, marquée Tommy, avec en sous-titre « Bal de printemps ». Livres feuilletés, expériences survolées, notes marginales dans tous ces hiéroglyphes de l'émotion, plus complexes que ceux de la pierre de Rosette. Continuant à chercher, découvrant plus que Sue en personne ne le soupçonnait, amour pour Tommy, jalousie, égoïsme, besoin de le soumettre à sa volonté, de l'obliger à accompagner Carrie, dégoût pour Carrie elle-même. Elle pourrait bien essayer de s'arranger un peu mieux, elle a vraiment l'air d'un crapaud. Haine à l'égard de Miss Desjardins, à l'égard d'elle-même, mais pas de mauvaises intentions arrêtées vis-à-vis de Carrie, aucun plan pour la ridiculiser devant les autres. L'impression cuisante d'être violée dans ses plus secrets réduits commença à s'estomper. Elle sentit Carrie se retirer, affaiblie, épuisée. « Pourquoi ne me-tu pas laissée en paix ? Carrie, Maman serait vivante. J'ai tué ma maman. Je la veux. Oh, j'ai mal. Ma poitrine me fait mal. Mon épaule. Oh, je veux ma maman. Carrie, Et il lui était impossible d'achever sa pensée, dénuée de tout élément pour la compléter. Une terreur subite envahit Sue, d'autant plus angoissante qu'elle ne pouvait l'attribuer à rien de précis. Cette épave saignante sur l'asphalte taché d'huile, insupportable à voir dans son agonie, avait perdu tout son sens pour elle. « Oh maman, j'ai peur, maman !» Sue s'efforça de dégager, de libérer son esprit, laisser au moins Carrie seule, en tête-à-tête avec elle-même, dans la mort. Mais elle n'y parvenait pas. Elle se sentait mourir elle-même et ne voulait pas assister à cette répétition de sa fin éventuelle. « Carrie, laisse-moi !»« Maman, maman, non !» Le cri mental de Carrie atteignit en crescendo un dégradé d'intensité incroyable, puis brusquement s'éteignit. Un instant, Sue eut l'impression qu'elle regardait la flamme d'une bougie disparaître au fond d'un tunnel sans fin, à une allure vertigineuse. Elle va mourir. Oh mon Dieu, je sens qu'elle meurt. Et puis la lumière s'effaça avec la dernière pensée consciente. Maman, je te demande pardon. Et Sue,
ne perçut plus que la fréquence inepte et mécanique des terminaisons nerveuses qui allaient mettre des heures à mourir. Elle s'éloigna d'une démarche vacillante, les bras tendus en avant comme une aveugle, vers le bout du parking. Elle trébucha contre le muret, à hauteur du genou, et dévala le remblai de l'autre côté. Elle se remit sur pied et partit à travers les champs parmi lesquels flottaient des effilochures de brume d'un blanc mystique. Partout s'élevait le crissement continu des criquets et un engoulevent, l'engoulevent chante pour les mourants, lança son appel dans le calme absolu du petit matin. Sue se mit à courir, respirant profondément, à courir pour échapper à Tommy, aux incendies, aux explosions, à Carrie, mais surtout à l'horreur finale, à cette dernière pensée engloutie dans le noir tunnel de l'éternité et suivie par un bourdonnement électrique sans âme. Les contours de la dernière image commencèrent à s'effacer comme à regret dans son esprit, n'y laissant qu'une obscurité fraîche et apaisante. Elle ralentit le pas, s'arrêta et sentit que quelque chose lui arrivait. Immobile, au milieu du vaste pré nappé de brouillard, elle attendit. Son souffle précipité se calma peu à peu, puis brusquement, elle étouffa un cri, comme si elle s'était piquée sur une épine. Et ce cri, un instant refoulé, monta soudain et s'amplifia en un long hurlement désespéré. Tandis qu'elle sentait le long de ses cuisses le lent écoulement du sombre flux menstruel. Épave. Hôpital de la Pitié de Westover. Rapport du décès. Nom: White Carrietta. Adresse: 47 Carlin Street, Chamberlain, Maine, 02249. Salle des urgences: néant. Ambulance numéro 16. Traitement administré: néant. Décédé à l'arrivée: oui. Heure du décès: 28 mai 1979, 2 heures du matin, approximativement. Cause du décès: hémorragie, choc, occlusion coronaire et ou thrombose coronaire possible. Personne ayant identifié le défunt: Suzanne Snell, 19 Back Chamberlain Road, Chamberlain, Maine, 02249. Parents: néant. Corps à remettre à l'État du Maine. Interne de service: Harold Knebler. Constat de décès: Dr FM. Telex de la Paix, vendredi 5 juin 1979. Chamberlain, Maine. Selon les rapports officiels, le nombre des morts à Chamberlain s'élève à 409, plus 49 disparus. L'enquête concernant Carrietta White et le prétendu phénomène de TK se poursuit. Selon des rumeurs persistantes, une autopsie de Carrie White a révélé des formations anormales dans le cerveau et le cervelet du sujet. Le gouverneur de l'État a demandé la constitution d'une commission spéciale pour faire toute la lumière sur cette tragédie. Fin. Le lourd héritage du TK, terre et cœur brûlés. Chamberlain. Le bal de printemps de l'école Ewen appartient maintenant à l'histoire. Les grands sages nous ont toujours répété au cours des siècles que le temps cicatrisait toutes les blessures, mais celle qu'a reçue cette petite cité de l'ouest du Maine risque d'être mortelle. Le quartier résidentiel situé dans l'East Side de la ville est intact au milieu des chênes qui l'ombragent depuis des siècles. Les boîtes à sel sculptées et les maisons de bois anciennes de Morin Street et Brickyard Hill, intactes, ont gardé tout leur charme. Mais ce décor évocateur d'une Nouvelle-Angleterre pastorale côtoie un enfer de ruines calcinées, et sur les pelouses d'un grand nombre de ces demeures gracieuses se dressent des pancartes portant les mots « à vendre ». Et sur les portes de celles qui sont encore occupées sont accrochées des couronnes mortuaires. Les fourgonnettes Allied jaune vif et les remorques orange U-Haul de dimensions variées sont un spectacle courant aujourd'hui dans les rues de Chamberlain. Les bâtiments des tissages de Chamberlain, qui représentent l'industrie principale de la ville,
n'ont pas été touchés par le feu qui a ravagé la plus grande partie de l'agglomération pendant ces tragiques journées de mai. Mais l'usine ne fonctionne plus qu'au ralenti depuis le 4 juin et selon le directeur de la firme, William A. Chambliss, de nouvelles défections dans le personnel sont pratiquement inéluctables. Notre volume de commandes n'a pas changé, a déclaré M. Chambliss, mais on ne peut pas faire fonctionner une fabrique sans ouvriers. 34 d'entre eux m'ont quitté depuis le 15 août. Je ne vois actuellement qu'une solution à cette difficile situation, fermer nos ateliers de teinturerie et faire exécuter le travail à l'extérieur. C'est à contre-cœur que nous nous séparerions de certains de nos ouvriers, mais la survie de notre entreprise est à ce prix. Roger Firon habite Chamberlain depuis 22 ans et travaille à l'usine depuis 18 ans. Durant cette longue période, il s'est élevé de l'emploi de magasinier à 73 cents l'heure à celui de contremaître à la teinturerie. Et pourtant, il semble fort peu affecté par la perspective de quitter son travail. « Je perdrai un très bon salaire, pas d'erreur », a dit Firon. « Ce n'est pas une chose qu'on prend à la légère. Ma femme et moi, on en a discuté. On pourrait vendre la maison. Elle vaut facilement 20 000 $, et bien que nous ne puissions pas en tirer la moitié, ça ne nous fera pas changer d'avis. Tant pis, nous ne voulons plus vivre ici. Appelez ça comme vous voudrez, mais pour nous, Chamberlain, c'est barré. » Firon n'est pas seul dans ce cas. Henry Kelly, propriétaire d'un débit de tabac et d'un stand de rafraîchissement appelé le comptoir Kelly, jusqu'à l'anéantissement de son local par l'incendie, ne manifeste aucune intention de le reconstruire. « Ces gosses ont disparu, dit-il. Si j'ouvre de nouveau, il y aura trop de fantômes dans tous les coins. Je vais toucher la prime d'assurance et prendre ma retraite à Saint-Pétersbourg. » Une semaine après que la tornade de 1954 eut accompli son œuvre de mort et de destruction, dans la ville de Worcester, l'air retentissait de coups de marteau. Il y flottait une odeur de bois neuf et chacun rivalisait de courage et d'optimisme. Rien d'un tel climat à Chamberlain cet automne. L'artère principale a été entièrement dégagée de tous les décombres qui s'y amassaient, mais les travaux se sont limités à ce déblaiement. Sur les visages des passants que l'on croise dans les rues se lit un morne désespoir. Les hommes boivent leur bière sans échanger une parole au bar de Frank à l'angle de Sullivan Street et les femmes échangent des confidences, désolées, dans leur arrière-cour et leur jardinet. Chamberlain a été déclarée zone sinistrée et les fonds nécessaires ont été rassemblés pour faire renaître la ville de ses cendres et commencer à reconstruire le quartier commerçant. Mais ce sont avant tout les cérémonies funèbres qui ont occupé les habitants de Chamberlain au cours des 4 derniers mois. Le chiffre officiel des morts est aujourd'hui de 440, auxquels s'ajoutent 18 disparus, et 67 des victimes étaient étudiants de l'école d'Ewen en dernière année d'études. C'est peut-être cela, plus que toute autre chose, qui a causé ce marasme profond auquel ne peut s'arracher Chamberlain. Les obsèques collectives ont été déclarées les 1er et 2 juin au cours de 3 offices divins. Un hommage aux victimes de la catastrophe a été rendu sur la grande place de la ville le 3 juin. C'était la cérémonie la plus émouvante à laquelle ait jamais assisté ce reporter. Les assistants se comptaient par milliers et l'assemblée entière a observé un profond silence lorsque l'orchestre de l'école, réduit à 40 exécutants sur les 56 qu'il comportait, a joué l'hymne traditionnel de l'école. La semaine suivante, la remise des diplômes a eu lieu à la Moton Academy. Cette cérémonie, au cours de laquelle il ne restait que 52 étudiants à couronner, s'est déroulée dans un climat de profonde affliction. Le major de la promotion, Henry Stampel, a fondu en larmes en prononçant son discours qu'il a été incapable de poursuivre. Aucune soirée de réjouissance n'a suivi. Après avoir reçu leur diplôme, les étudiants sont simplement rentrés chez eux. Et cependant, tandis que s'écoulaient les mois d'été, les convois funèbres ont continué à sillonner la ville au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres. Pour certains habitants,
Il semblait que chaque jour, une cicatrice se rouvrit, une plaie, à peine guérie, se remit à saigner. Si vous êtes de ceux que la curiosité a pu pousser à se rendre à Chamberlain la semaine dernière, vous avez vu une ville qui souffre d'un cancer incurable de l'esprit. Quelques personnes déambulent comme des âmes en peine parmi les rayons du Grand Bazar. L'église de la congrégation de Carlin Street a disparu, anéantie par le feu. Mais l'église catholique est toujours debout dans Elm Street et la jolie église méthodiste au bout de Main Street, bien que touchée par les flammes, n'a pas subi de réels dommages. Toutefois, les vieux se rassemblent toujours sur les bancs du jardin, devant le tribunal, mais ils ne sortent guère leur échiquier et n'échangent que de rares paroles. L'impression générale est celle d'une cité qui attend de mourir. Ce n'est pas assez de craindre aujourd'hui que la petite ville de Chamberlain ne soit plus jamais la même. Il serait plus proche de la vérité de dire que Chamberlain a pratiquement cessé d'exister. Extrait d'une lettre datée du 9 juin, adressée par le directeur Henry Grail à Peter Philpott, inspecteur général de l'enseignement. J'estime donc ne plus pouvoir poursuivre mon activité à la tête de cet établissement, convaincu qu'une pareille tragédie aurait pu être évitée si j'avais su prendre plus clairement conscience de la situation qui lui a donné naissance. Je vous demande en conséquence de bien vouloir accepter ma démission effective à partir du 1er juillet si l'administration n'y voit pas d'objection. Extrait d'une lettre datée du 11 juin et adressée par Rita Desjardins, monitrice d'éducation physique au proviseur Henry Grail. Et je joins à la présente lettre mon contrat d'engagement. Je préférerais mettre fin à mes jours plutôt que d'enseigner à nouveau. Chaque nuit, une pensée ne cesse de m'obséder. Si seulement j'avais tenté de comprendre cette fille. Si seulement. Trouvé sur la pelouse contiguë à l'emplacement où se trouvait le bungalow de la famille White, une pancarte avec l'inscription suivante. Carrie White expie ses péchés. Dans les flammes de l'enfer, le Seigneur est infaillible. Extrait de La télékinésie, analyse d'un phénomène et de ses conséquences, Science Yearbook, 1981, par le doyen D.L. McGuffin. En conclusion, je souhaiterais attirer l'attention sur les risques sérieux que prennent les autorités en étouffant l'affaire Carrie White sous le couvert de l'appareil bureaucratique. Et je fais ici allusion, de façon précise, à la commission White, la tendance manifestée par les responsables politiques de considérer le problème TK comme un phénomène destiné à ne jamais se répéter. Et si cette attitude est bien compréhensible, elle n'en est pas moins inacceptable. Les possibilités de récurrence au niveau de la génétique sont de 99%. Il est donc urgent de prendre des mesures. Il a déjà été fait allusion au cours de cet ouvrage à une page d'un des cahiers du journal scolaire de Carrie White où se trouve répétée comme une litanie désespérée une phrase d'une chanson d'un célèbre chanteur rock des années 60, Bob Dylan. Il ne paraît pas illogique de conclure cette étude avec un passage d'une autre chanson de Bob Dylan qui pourrait servir d'épitaphe à Carrie White. J'aimerais pour toi faire une chanson simple, ma douce amie, qui t'arracherait à la déraison, qui t'apaiserait et mettrait un terme au savoir stérile qui mine ta vie. Extrait de Je m'appelle Suzanne Snell. Ce petit livre est maintenant achevé. J'espère qu'il se vendra suffisamment pour me permettre d'aller me réfugier quelque part où personne ne me connaîtra. Je veux réfléchir à tout ce qui s'est passé, décider de ce que je vais faire entre le temps présent et le moment où je m'enfoncerai à jamais dans ce long tunnel obscur qui n'a pas de fin. Extrait des conclusions de la commission d'enquête de l'État du Maine sur les événements des 27 et 28 mai à Chamberlain, Maine. Ainsi, nous sommes amenés à conclure que l'autopsie pratiquée sur le sujet
révélant certaines modifications cellulaires susceptibles d'indiquer la présence d'un éventuel pouvoir paranormal, il n'y a aucunement lieu de croire à la possibilité d'une récurrence du phénomène considéré. Extrait d'une lettre datée du 3 mai 1988, adressée par Amelia Jenks, Royal Knob, Tennessee, à Sandra Jenks, Macon, Georgie. Et ta petite nièce, qui pousse comme un champignon, est déjà incroyablement grande pour ses 2 ans. Elle a les yeux bleus de son papa et mes cheveux blonds, mais ils deviendront sans doute bruns. En tout cas, elle est très jolie et j'ai quelquefois l'impression, quand elle dort, qu'elle ressemble à notre maman. L'autre jour, pendant qu'elle jouait dans la cour, près de la maison, je suis allée jeter un coup d'œil et j'ai vu une chose très drôle. Annie jouait avec les billes de son frère, seulement les billes roulaient toutes seules. Annie riait comme une folle, mais moi ça m'a fait un peu peur. Il y avait des billes qui avaient l'air de danser, sans qu'elle les touche. Ça m'a rappelé la mémé. Tu te rappelles quand la police est venue chercher Pete et que leur pistolet leur a sauté des mains, et la mémé qui rigolait. Et puis, elle faisait aussi balancer son fauteuil, même quand elle n'était pas assise dedans. Je me suis fait du souci en y repensant, pourvu qu'elle n'ait pas des palpitations, comme en avait la mémé, tu te souviens? Enfin, faut que j'aille faire ma lessive, alors embrasse bien Rich pour moi, et envoie-nous d'autres photos quand tu pourras. N'empêche que notre petite Annie est bien jolie et que ses yeux brillent comme des étoiles. Je parie qu'un jour, elle fera parler d'elle dans le monde entier. Avec toute ma tendresse, Mélia. C'est la fin de cette histoire. Je vous remercie de l'avoir écoutée et vous souhaite une très bonne nuit de sommeil. Et à très vite sur Histoire de rêver.